Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le banquier d'affaires Lionel Zinsou vient d'être nommé Premier ministre au Bénin. Il prend la direction d'un gouvernement de 27 membres pour les 10 mois qui séparent le président Boni Yayi de la fin de son second mandat. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bassogo reçu à Conakry, la capitale guinéenne, par son homologue Alpha Condé. La visite doit durer 48 heures et aborder entre autres la lutte contre le virus Ebola. La libre circulation demeure pour l'instant au stade théorique en Afrique centrale. Même si les pays de la communauté économique de la sous-région s'y étaient engagés, les mesures douanières y sont encore appliquées. Mais d'abord, nouveau remaniement ministériel ce jeudi au Bénin. La nouvelle équipe gouvernementale possède 28 ministres, dont un Premier ministre, 3 vice-premiers ministres et 3 ministres d'État. La primature sera occupée par Lionel Zinsou, acteur du milieu financier. Il s'agit du 3e gouvernement depuis la réélection du président Yayi Boni en 2011. Le dernier remaniement date d'août 2013. Écoutez l'analyse de l'historien Hamzat Boukari. Monsieur Lionel Zinsou, c'est une figure assez connue du paysage politique, médiatique et surtout financier de la planète, puisque il a été le conseiller, il a été membre du cabinet de Fabius lorsqu'il était jeune, lorsque Fabius était Premier ministre, donc il est présent dans les arcanes du pouvoir depuis très longtemps. C'est un neveu de l'ancien président Émile Derlin Zinsou, qui avait été président du Bénin Dahomey dans les années 60. Il a ensuite fait carrière notamment chez Rothschild. Il a été président du fonds PAI Partners, donc qui est le premier fonds d'investissement. Il a été président de la fondation Africa France et je pense qu'il est toujours président, même si avec cette nomination, il devra sans doute revoir ses autres fonctions pour éviter les conflits d'intérêts. Donc je pense que cette question justement des conflits d'intérêts va se poser. Puisqu'il est banquier franco-béninois, alors plus connu dans le paysage financier français que béninois d'une certaine manière, et on sait également qu'il est très proche de François Hollande, donc cela va sans doute jouer, je pense, dans la manière dont il sera perçu et reçu dans la classe politique béninoise. Et on reste au Bénin qui en est à ses derniers préparatifs pour les élections. La campagne pour les élections communales, municipales et locales a débuté mercredi. Les partis politiques s'activent notamment à Cotonou, la capitale. Reportage de notre correspondant au Bénin, Leftiounou. Démarrage de la campagne électorale pour les communales, municipales et locales au Bénin. Quelques heures après son lancement officiel par le président de la Commission électorale nationale autonome Emmanuel Tiando, la ville de Cotonou est déjà peinte aux couleurs des divers protagonistes à sa conquête. Chaque parti ou alliance de partis s'exprime à travers posters et affiches géants. Nous partons avec beaucoup de confiance pour conserver et au profit de la renaissance du Bénin, la mairie de Cotonou. C'est ça notre premier objectif. Nous sommes déjà prêts, les états-majors sont en activité. 10 jours de campagne électorale, c'est le délai accordé par la Sénat à chaque regroupement politique pour convaincre son électorat. Pour l'Union fait la nation, l'alternance politique est le mot d'ordre pour cette campagne électorale. Ces 10 jours de la campagne seront 10 jours mouvementés, seront 10 jours de renforcement de la démocratie du Bénin. Et nous pensons au sein de l'Union fait la nation que les populations doivent faire plus qu'elles ont fait le 26 avril dernier. Au total, 34 partis et alliances de partis politiques se sont engagés dans cette compétition. Pour de nombreux observateurs, tous les partis en lice pour ces élections sont égaux devant la loi. C'est prévu par le code électoral que tous les partis, toutes les alliances de partis en compétition puissent avoir un égal accès, une équité dans l'accès aux médias, surtout de services publics, premièrement. Deuxièmement, pour ce qui concerne la façon même d'animer la campagne, il est souhaitable que selon l'esprit même de la Constitution, les uns et les autres sachent battre campagne pour leur liste, mais dans le respect de la convivialité. À l'instar des législatives du 26 avril 2015, les élections communales et municipales représentent un enjeu important pour les acteurs politiques. Rappelons que ces élections étaient attendues depuis 2 ans et demi. Visite du président équato-guinéen Teodoro Obiang Bassogo en Guinée. Une visite avec un double enjeu,
Envisager une stratégie commune de lutte contre le virus Ebola et renforcer la coopération bilatérale entre les deux États. Léopoldo Eneme-Batou. Visite d'État du président Théodore Obiang Nguema Bazogo en Guinée. Arrivé à Conakry ce jeudi, à l'invitation de son homologue Alpha Condé, les deux chefs d'État ont annoncé leur volonté de trouver des solutions communes pour faire reculer l'épidémie à virus Ebola. La propagation de l'épidémie a certes perdu en intensité, mais elle demeure un problème sanitaire. Le président équato-guinéen a également annoncé lors de cette visite la tenue à Malabo d'une conférence sur la problématique du virus Ebola les 20 et 21 juillet 2015. Je connais le problème que vous avez eu avec le virus Ebola. Il y a eu d'autres pays comme vous qui ont été touchés par cette épidémie. Nous voulons ici exprimer notre solidarité. La Guinée équatoriale va convoquer une conférence sur la problématique d'Ebola. Je suis ici avant tout pour inviter mon frère à participer à cette conférence. La problématique d'Ebola. Le renforcement des relations économiques est également au cœur de cette visite. Les deux délégations effectueront des déplacements de terrain, notamment au port de Conakry. Nous espérons davantage encore renforcer nos liens avec la Guinée équatoriale, tant au niveau de l'échange des cadres dans l'enseignement, dans la santé, nous, l'expérience des mines, vous, l'expérience du pétrole, etc. Et surtout renforcer la coopération entre les deux pays. Ce qui a montré aussi sa force parce qu'en très peu de temps, vous avez fait organiser la Coupe d'Afrique alors qu'il faut plusieurs années. Ce qui montre aussi que vous avez fait assez d'infrastructures et que vous avez acquis d'expérience. Donc c'est vraiment avec un très grand plaisir que je le fais. Sans oublier aussi toute l'aide qu'il nous a apportée pour l'Ebola, la réunion qu'il a faite à Malabo. C'est la deuxième visite qu'effectue le président équato-guinéen en Guinée. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre la Guinée-Conakry et la Guinée équatoriale. Malgré l'annonce de l'imminence de la coalition contre la secte islamiste, Boko Haram continue ses incursions meurtrières. 2 villages nigériens ont été détruits par le feu et 38 personnes ont succombé à l'attaque. Lamana et Goumao n'abritent aucune base ou aucun effectif militaire, ce qui en a fait des cibles faciles pour Boko Haram. Serait en début de période de Ramadan raviver une certaine peur chez les habitants des villages aux alentours. Pour de nombreux experts, ces attaques auraient pu être évitées si le Nigeria était parvenu à sécuriser ses frontières. L'actualité économique et le marché commun tardent encore à voir le jour en Afrique centrale. Malgré l'annonce des États de la CEMAC de vouloir faciliter la libre circulation des biens et des personnes, les tracasseries douanières sont monnaie courante au niveau des postes de frontières. Du coup, le marché commun, qui est un idéal, reste encore de l'ordre théorique. Ilek Mirbel Bissou. L'existence d'un marché commun en Afrique centrale, une étape importante dans le processus d'intégration économique sous-régionale. Pour ce faire, les pays membres de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, misent sur le transport et le transit routier comme des instruments susceptibles de faciliter la libre circulation et de contribuer à la réalisation du marché commun en Afrique centrale. La réalisation de cet objectif va permettre d'améliorer les échanges commerciaux intracommunautaires. Un pays comme le Cameroun a ratifié les accords de partenariat économique. Les autres pays ne l'ont pas fait. Le Congo a reporté à une date ultérieure, le Gabon s'est carrément opposé. Ça démontre déjà la différence d'approche vis-à-vis de cette intégration parce que les APE forcément auront un impact dans la sous-région. De 1993 à 2003, la valeur globale des échanges intracommunautaires a connu une hausse moyenne annuelle de 18,2%, soit 5 fois la valeur initiale. Depuis 1994, la zone franc a perdu 23% des gains dans les échanges à cause de la dévaluation. Du coup, la croissance des échanges intracommunautaires est restée relativement faible avec un ratio annuel de nos jours inférieur à 3%. D'autres facteurs bloquant l'accroissement des échanges économiques en Afrique centrale résident dans les écueils de la facilitation du transit avec des tarifs douaniers et des lenteurs dans l'obtention de visas. Je suis à la recherche d'un visa. Vous allez peut-être me dire c'est un programme de programmation et tout ça. Mais le problème, c'est que justement, il vous arrive de dire « Ok, je planifie un voyage dans 2 semaines », mais vous vous rendez compte qu'un client vous sollicite dans les 48 heures et vous dit que je vais venir me livrer une prestation. Donc, quand je cumule les gains de perte que j'ai dans ces obstacles-là, je me trouve par année autour de 60 millions, qui n'est pas rien.
C'est énorme pour les PME. Le taux de croissance de la CEMAC en 2014 était de 4,9%. Les États prévoient atteindre 5% en 2015. À l'horizon 2025, la zone CEMAC envisage être une triple puissance énergétique, métallurgique et des énergies renouvelables. L'atteinte de ces objectifs, selon les économistes, devra passer par la concrétisation d'un marché commun pour une intégration économique réussie en Afrique centrale. L'économie toujours réclame de fin pour la deuxième édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après 3 jours de débats et de réflexion, les participants venus notamment des pays africains se sont quittés sur des recommandations. Elles seront toutes consignées dans un livre blanc, El Hadjai. La deuxième édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne a pris fin mercredi à Abidjan. 3 jours durant lesquels les quelques 350 participants ont échangé sur la capacité du continent à créer son propre modèle financier. Ainsi, plusieurs thèmes ont été débattus lors de cette deuxième édition, à savoir l'inclusion financière comme moteur de la croissance inclusive, un modèle bancaire favorable à la bancarisation en Afrique subsaharienne, entre autres. Les différents panels qui ont parcouru les diverses thématiques abordées autour du thème principal, créer un modèle financier africain dont les résolutions et recommandations seront consignées dans un livre blanc. En somme, nous pouvons, dans une mutualisation des compétences et des moyens, réussir l'inclusion financière de nos populations, renforcer l'autonomie financière des collectivités locales, faire du modèle bancaire actuel un instrument favorable à la bancarisation en Afrique subsaharienne, intégrer les agents de notation dans la prise de décision et dans l'évaluation du risque. Une des recommandations phares de cette deuxième édition est vraiment de promouvoir l'inclusion financière. Il y a 2 choses qui m'ont frappé. La possibilité de pouvoir créer des produits financiers correspondant réellement aux populations rurales les plus reculées. Un autre point qui était extrêmement important, la nécessité de créer des incubateurs pour aider les jeunes, non seulement les jeunes étudiants, mais aussi les jeunes start-up, à grandir une idée, à transformer une idée en entreprise. Cette nouvelle étape consiste aussi à s'orienter vers le financement des PME. Un pays émergent repose sur une PME forte, sur une économie nationale forte. Et ça ne peut pas se faire sans le financement, sans l'accompagnement des PME. Aujourd'hui, on nous a expliqué qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre. Parce que ce n'est pas tous les financements qui sont bons à prendre. Au-delà du financement des PME, l'inclusion financière des couches les plus vulnérables reste l'un des défis majeurs de l'Afrique nouvelle. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'inclusion financière passera aussi par l'accès à l'électricité et la téléphonie mobile. Actuellement, 620 millions d'Africains n'ont pas d'électricité. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.